voit et qu'on nous entend. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise, salon qui fête cette année son 10e anniversaire. Alors nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui intéresse de plus en plus de porteurs de projets, à savoir la création d'entreprises innovantes. Alors, il est vrai, en effet, que la création d'entreprises innovantes revêt quelques particularités qu'il est important de connaître et d'avoir bien en tête avant de se lancer. Alors, nous allons découvrir tout cela ensemble grâce à notre intervenant, Michel Onfray, que je laisserai se présenter d'ici quelques instants. Et nous vous invitons à poser toutes vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc, le chat, vous le retrouvez en haut de votre écran. Il s'agit des deux petites bulles qui sont superposées avec le point d'interrogation. Donc, vous cliquez dessus. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du déroulement de la présentation et nous répondrons à toutes vos questions à l'issue de cette intervention. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement, dans la journée encore, sur la chaîne YouTube de la CCI. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à notre intervenant. Michel, c'est à vous. Merci Doriane. Alors voilà, on se tutoie, donc tu m'as chargé de répondre à de présenter la création de start-up en ayant un biais sur l'innovation. Et évidemment que l'innovation fait partie intégrante de la démarche start-up. Alors, d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Michel Onfray. Ça fait 20 ans que je travaille, un peu plus de 20 ans que je travaille dans l'accompagnement d'entreprises innovantes. J'ai créé une entreprise il y a 2 ans où je me suis spécialisé dans les entreprises à plus fort potentiel de croissance. J'accompagne également Grand Nancy Innovation dans le développement de sa stratégie d'offre d'accompagnement de start-up. Et puis, il y a quelques mois, j'ai créé un Startup Studio, donc une entreprise qui est chargée de créer des startups. Et la première que nous avons créée travaille sur l'interopérabilité des bornes de recharge de véhicules électriques. Et pour cela, nous avons levé beaucoup d'argent. Et j'en profite pour dire que nous recrutons des développeurs. Alors, si vous avez envie de devenir développeur blockchain ou au contraire, dans une autre startup studio, porter des projets, si vous avez mais je le redirai à la fin, si vous avez des idées ou pas d'idées, mais vous avez envie de créer une entreprise à fort potentiel, vous pouvez nous rejoindre. Je pense que mes coordonnées seront en commentaire. Voilà, alors les questions auxquelles on m'a demandé de répondre, c'est qu'est-ce que l'innovation, comment la définir, quelles sont les particularités d'un business plan innovant, quels sont les financements de l'innovation. Je vais essayer d'y répondre tout au long de cette présentation. Alors, la première chose, c'est il faut qu'on soit d'accord sur ce que c'est qu'une start-up. Alors souvent, j'entends, oui, mais une start-up, c'est une entreprise nouvelle. C'est communément admis dans les milieux qui travaillent l'innovation qu'une start-up, c'est pas seulement une entreprise nouvelle, c'est aussi une entreprise à fort potentiel de croissance et c'est une entreprise qui est à la recherche d'un modèle économique qui est rentable, duplicable et scalable. Je vais expliquer tous ces termes. Mais en contrepartie, si on pouvait définir la start-up par rapport à ce qui est par rapport à une autre entreprise qui lui ressemble, c'est la scale-up. La scale-up, c'est la même chose, sauf que elle possède ce modèle économique rentable, duplicable et scalable. C'est une entreprise qui a rencontré son marché, ce qu'on appelle le product market fit. Et c'est à ce moment-là que l'entreprise, la start-up, quitte son rôle de start-up, ce qui est le cas de Facebook, Doctolib, etc. C'est important de les définir puisqu'on est face à des acteurs du financement et de l'accompagnement qui sont totalement différents. Et d'ailleurs, c'est une erreur que fait souvent le start-upper d'aller voir les acteurs du financement de la scale-up alors qu'il n'est pas au moment opportun pour aller les rencontrer. Alors, d'abord, pour créer une entreprise, alors c'est pas spécifique aux startups, mais et sans doute ça a été évoqué tout au long de ces conférences, mais je préfère le redire, c'est que c'est important l'innovation, c'est important la technologie, mais ce qui est important d'abord, c'est d'identifier une problématique. Et l'innovation et la technologie peuvent être au service de la réponse à cette problématique. Une entreprise, pour qu'il y ait une entreprise, il faut qu'il y ait une problématique.
Et on va s'attacher à ce qu'est la valeur d'utilité perçue par le client, parce que souvent, quand j'accompagne des gens qui portent des projets innovants, on me dit, mais c'est difficile de faire une étude de marché puisque en face, j'ai pas de concurrents. En fait, il y a toujours des concurrents. Il y a une problématique, on l'a identifiée, on y a répondu partiellement. Eh ben, on va pouvoir se comparer quand même à ceux qui répondent quand même déjà à cette problématique et justement cette valeur d'utilité perçue par le client. Alors, si on essaye de découper en étapes son entreprise, c'est pas une entreprise commune, la start-up. La start-up, vous comprenez, si on veut passer à l'échelle en ayant des facteurs de scalabilité, c'est évident qu'il faut on accompagne on développe son entreprise différemment. On va avoir une première phase qui ressemble à toute phase de création d'entreprise. C'est la partie où on est sur l'idéation. On identifie cette problématique. On va y apporter une réponse. On va aller rechercher les premiers retours du marché, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que l'entreprise soit créée et encore moins qu'on ait les financements pour aller rencontrer les clients. On va rencontrer très tôt les clients, les futurs clients. On va leur proposer notre réponse et on va mesurer les retours qu'ils nous apportent. On va réfléchir avec qui, et ça je vais faire un zoom sur l'équipe, avec qui on va créer cette entreprise. On va essayer d'identifier le business model. Donc, je sais que vous avez eu quelque chose sur le business model. Moi, je vous encourage à aller voir cette présentation. Mais quel est le business model de l'entreprise? Et puis, on va chiffrer en gros ce projet. Et ça, à ce moment-là, il y a un go, no go. C'est-à-dire qu'on décide d'aller plus loin ou pas. Alors, chiffrer en gros un projet de création d'entreprise, comme on fait concrètement. Ben, on va essayer déjà de voir combien on a besoin d'argent pour créer cette entreprise. Alors, on a besoin essentiellement de deux choses. On a un investissement qui peut être un investissement de R&D. Dans une startup, c'est l'investissement de R&D. C'est le moment où on va commencer à engager des coûts et puis on n'aura pas en face de chiffre d'affaires. Donc, cette partie-là, on va la constater comme un investissement de machine. Et puis, on a le besoin en fonds de roulement. Deux thèmes qu'il faudra que vous creusiez, c'est l'investissement et le besoin en fonds de roulement. Et en face, pour répondre à cet investissement, eh ben, on va avoir toute une série de financements qui vont commencer par les apports personnels et je vais définir justement tous ces sources de financement. Je vais essayer de définir et de présenter les sources de financement différentes qui s'offrent aux start-upers. On va déjà donc savoir est-ce qu'on peut démarrer l'entreprise. Ensuite, on va se poser la question sur la rentabilité. Est-ce que c'est rentable? Parce qu'on peut avoir les moyens de financer quelque chose, mais en face, on n'a pas d'entreprise rentable et ça, c'est pas possible. Et on va voir si on va tenir les premiers mois. Je reviendrai sur chacun de ces thématiques. Alors, une fois qu'on a décidé d'aller plus loin, ensemble, on a défini avec qui on va le faire, eh ben, on va s'attarder justement sur cette étude de marché et on va la pousser et on va mesurer justement quel est l'environnement juridique. L'étude de marché, c'est pas uniquement les clients, évidemment, on va s'intéresser aux clients, mais également à tout l'environnement de l'entreprise. Et puis, on va essayer de mesurer les besoins technologiques de l'entreprise. Et même, alors ça, c'est un conseil que je donne souvent aux entrepreneurs qui viennent me voir. On a des thématiques régionales qui sont poussées, ou même d'État, qui sont poussées par des financements spécifiques. Et c'est pas les sources de financement qui doivent guider notre choix technologique. C'est pas parce qu'on va financer de l'intelligence artificielle qu'il faut absolument en mettre dans notre entreprise, surtout si c'est pas nécessaire. D'ailleurs, il y a des financements qui sont beaucoup plus accessibles que des financements sous forme de subventions. Ensuite, on va établir un prévisionnel financier. Donc, on le travaille toujours, et moi, personnellement, je le travaille toujours avec le porteur de projet. Et ensuite, je le fais toujours valider par un expert comptable. Et puis, on va travailler l'ingénierie financière. Voilà. On va arbitrer sur les sources de financement que l'on va mettre en face des besoins que l'on aura identifiés, qui seront issus de l'étude de marché, de l'étude technologique et de l'étude financière. Et puis, on va rechercher des financements. Alors, j'en ai parlé un petit peu, on aura des financements qui seront dilutifs et non dilutifs. J'ai un zoom particulier par la suite sur cette partie-là. D'accord ? Là également, après cette période de validation, on aura donc
on aura vu le contour complet de l'entreprise et c'est encore un moment où on va décider d'aller plus loin, où on peut s'arrêter là. C'est une étude de création d'entreprise, c'est une étude d'opportunité. On peut arriver encore à cette étape-là en disant c'est pas opportun. Par la suite, on va engager un certain nombre de choses qui vont faire que ce sera beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Jusqu'à ce moment, jusqu'à cette recherche de financement, l'obtention de notifications de financement, je déconseille de créer l'entreprise. Même si vous pouvez être poussé par des financements avant la création, moi je vous conseille quand même de ne pas vous engager tant que vous n'avez pas fait le premier tour de table qui vous permettra de lancer et développer votre entreprise. Et donc là, on va passer à la phase de développement. Non, on reste sur la diapo, excuse-moi, mais on va passer à la phase de développement. Et là, on va créer une structure d'accueil dédié avec une équipe autonome. On va rechercher des investisseurs et des financeurs. Et puis ensuite, il faudra accompagner la croissance de son entreprise. Et là, l'entrepreneur va devoir faire aussi un shift. Il va devenir de porteur de projet à entrepreneur. Et souvent, même de salarié à entrepreneur, là, c'est quelque chose qui ne se fait pas facilement. C'est pareil, il y a des structures qui peuvent vous accompagner justement dans ce changement d'état entre entrepreneur et salarié, plutôt salarié et entrepreneur. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, il y a une autre spécificité de la start-up. Évidemment, c'est pas ce qu'on met en avant quand on veut créer une entreprise, mais c'est le taux de mortalité. Dans la vie normale, une entreprise sur 2 disparaît dans les 5 premières années. C'est des moyennes nationales. Alors, il y a plein de facteurs qui amènent à cette disparition. Et le premier, c'est la méconnaissance du marché. Donc ça, c'est valable pour toutes les entreprises. Les startups, il y a encore des spécificités différentes. Et surtout, c'est qu'il y en a 9 sur 10 qui disparaissent dans les 5 ans. Parce qu'évidemment, quand on veut être champion du monde, tout le monde ne sera pas champion du monde, mais on a besoin de champions du monde. On a besoin aussi de petites équipes de régionales, de départementales, et c'est pas péjoratif de dire qu'on a besoin d'entreprises traditionnelles, mais on a aussi besoin de startups si on veut appréhender et porter les technologies qui vont changer notre vie demain. La première chose, c'est que dans plus de 40% des cas, c'est une analyse qui a été faite par CB Inside, c'est ce qu'on appelle une analyse post-mortem, c'est du déclaratif du dirigeant d'entreprise. La première cause pour le dirigeant, c'est qu'il s'est aperçu, une fois qu'il avait créé, donc vous voyez, il avait passé ces 3 étapes de idéation, validation et développement, il n'y a pas de besoin. C'est-à-dire qu'il sait, il a pensé qu'il avait une idée formidable, ou pire, il était dans un laboratoire et il avait une technologie qui était formidable et qui est vraiment formidable, mais il n'a pas réussi à identifier un besoin sur le marché. Alors, quand c'est des chercheurs, c'est un petit peu normal, c'est-à-dire qu'ils sont, eux, ils viennent de la recherche fondamentale, ils arrivent sur de l'applicatif et puis c'est pas leur rôle d'avoir la vision business et donc c'est de la même manière, on a des structures comme les incubateurs qui sont là pour accompagner ces chercheurs vers la recherche d'informations sur le marché, mais voilà, malgré tout, dans une grande majorité des cas, la start-up disparaît parce qu'il n'y avait pas de besoin. La deuxième cause de mortalité, c'est il n'y a plus de cash. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est 100%, comme 100% des personnes meurent d'un arrêt cardiaque, 100% des entreprises s'arrêtent parce qu'il n'y a plus de cash. Et c'est le premier effet, c'est plutôt un symptôme qu'une cause. C'est le premier symptôme du dépôt de bilan. On n'a plus de cash, donc on est en état de cessation de paiement. On va au greffe du tribunal de commerce de la chambre commerciale en Alsace-Moselle, et puis on présente, on demande à passer devant une commission qui va déclarer notre faillite, alors soit une prolongation de cette période, d'une période un peu probatoire, ou alors une liquidation d'entreprise.
Alors, c'est plutôt un symptôme qu'une cause, hein, plus de cash. Hein. Souvent, je dis aux start-upers, oui, tu n'as pas de cash, mais aussi, tu n'as pas de produit à montrer à des investisseurs, à un banquier. La subvention, elle n'est pas venue, oui, mais c'est parce que tu n'avais pas réussi à développer l'intérêt, et puis tu ne rentres pas dans les cases qui ont été proposées par la région et les collectivités, puisqu'il n'y a plus que eux qui peuvent financer l'entreprise aujourd'hui, ou l'État sur les projets très innovants de type deep tech. L'équipe, c'est pour moi la deuxième cause de mortalité des entreprises, c'est-à-dire que je travaille souvent les dirigeants parce que rarement hein, on a quelqu'un qui veut avoir une entreprise qui va avoir un fort impact, qui est seul, rarement seul. Il y a souvent une équipe. Des fois, des équipes très grosses, hein, surtout quand des étudiants veulent créer une entreprise, ils sont parfois 5, 6. On les alerte toujours sur un truc, c'est que l'équipe, elle sera pas la même dans 1 an, 2 ans, 3 ans, évidemment, parce que au début, on a un alignement des intérêts de ceux qui créent, et puis assez vite, on a des choix de vie qui changent, un conjoint qui arrive dans l'affaire, et puis on a envie d'aller plus en vacances, et puis d'autres veulent se consacrer au projet parce qu'ils savent que ça va leur changer leur vie, quoi, ils pensent en tout cas, et puis c'est à ce moment-là qu'on se sépare. Alors si on l'a pas prévu en amont, c'est très très compliqué parce que c'est bien évident que donc ces entreprises qui veulent changer le monde, elles ont besoin de beaucoup de cash et un moment de levée de fonds. Et là, il y aura aucun investisseur qui rentrera dans une entreprise où la moitié de l'équipe ne travaille plus dans l'entreprise, a un boulot à côté. Il faudra faire du nettoyage et ça peut être très compliqué. Et c'est à ce moment-là que les investisseurs ne rentrent pas, que l'entreprise se sclérose et puis l'entreprise disparaît. Donc c'est assez simple et là toujours pareil, il faut se faire entourer par des professionnels. On a l'impression quand on monte une start-up qu'on peut tout bootstrapper, on peut trouver des statuts sur internet, on peut trouver des pactes d'associés puisque c'est de ça que je parle et je vais revenir dessus sur internet. On peut trouver tout ça, mais c'est quand même mieux quand on est accompagné par des professionnels du droit. Voilà. Alors évidemment aussi, une autre cause de méconnaissance du marché, c'est la concurrence. Son prix de vente, il faut savoir fixer son prix de vente. Bon, et puis après, avoir un produit nul, business model pas maîtrisé, etc. Alors ça, c'est pas un externe qui a identifié ces raisons de disparition, de l'échec, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui les ont identifiés de cette manière. Alors, la première chose, c'est le besoin. Et je voulais venir sur une notion qui est souvent pas comprise, c'est la valeur d'utilité perçue par le client. Alors, comment un client va percevoir une valeur? C'est les bénéfices qu'il va percevoir, moins les sacrifices qu'il perçoit. Et ça, souvent, cette partie sacrifice par rapport à l'offre de référence, c'est souvent ce qui est sous-estimé, mais vraiment au-delà. C'est-à-dire que pour moi, cette partie-là, ce frein à l'adoption, parce qu'en fait, la plupart des freins, ce sera justement ce sacrifice qui est perçu par l'utilisateur. C'est ça qui procure la première des causes de disparition des entreprises. On a sous-estimé ce temps, on a méconnu. Je vais prendre un exemple concret parce que souvent c'est parlant, et puis je peux en parler parce que l'entreprise a disparu aujourd'hui. On a eu sur Metz une entreprise qu'on avait accompagnée qui proposait, qui avait fait un constat, il était parti d'une problématique, c'est dans les hôpitaux, il y a beaucoup de lits qui sont vacants en un instant T. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans tous les hôpitaux, il y a un cadre infirmier, donc le plus gros échelon des infirmières, dont le seul métier, c'est d'appeler les services pour trouver des lits disponibles. Ils ont c'est des spécialistes de la commercialisation dans les hôpitaux qui découvrent ça, qui se disent mais bon, un logiciel avec de l'intelligence artificielle connecté à tous les services peut facilement répondre à ce besoin.
Et ça semblait tellement évident qu'ils sont partis très rapidement. Ils ont trouvé des investisseurs qui ont financé un super logiciel, une équipe tip-top. Il n'y avait pas encore à l'époque le deep learning développé au niveau où on était aujourd'hui. Donc, ils avaient développé vraiment une équipe très intéressante. Le logiciel était très efficace. Sauf que, au moment de le commercialiser, ce qu'ils n'avaient pas identifié, c'est les freins. Parce que cet infirmier qui est cadre et qui gère des lits la journée, eh ben, il n'a pas forcément envie d'être remplacé. Les services hospitaliers derrière, ben, ils n'avaient pas tellement envie de passer du temps sur un nouveau logiciel et puis y intégrer. Il y avait des freins à chaque étape, même l'adoption. Les DSI, par exemple, des hôpitaux, eux se disaient oui, c'est bien, c'est un beau logiciel, mais si elle disparaît, cette startup, comment on fait? Comment concrètement on fait pour gérer ce logiciel? Donc ces freins-là, on aurait pu les anticiper, ça aurait pu déboucher sur un no-go, mais en même temps, on aurait pu peut-être au moins financer cette période d'adoption et aller rechercher plus haut des acteurs qui auraient pu participer à cette adoption, parce qu'aujourd'hui, après la crise Covid, ça semble tellement évident qu'il faut automatiser toute cette partie-là, que je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, d'ailleurs, il y a des logiciels qui sortent, c'est marrant parce qu'on a fait beaucoup de communication dessus, mais à Metz, on avait un logiciel qui voulait changer le monde hospitalier. Voilà. Ensuite, une autre notion, et souvent on n'aborde pas l'argent de cette manière-là. Il y a deux types de financement dans une entreprise. C'est valable pour toutes les entreprises, sauf que dans les startups, eh ben, on a des financements un peu différents qui sont les financements dilutifs. Donc, les financements non dilutifs et les financements dilutifs. Alors, si vous voulez une différence, c'est simple. Il y en a un qui va vous diluer dans votre capital, dans votre détention des parts du capital. Donc, c'est le financement dilutif, c'est en fonds propres. Et le financement non dilutif, ça va être tout ce qui est vos apports, des dettes, des quasi-fonds propres. Alors, les apports personnels, c'est sûr que c'est important de se dire, il faut que j'apporte de l'argent dans l'entreprise. Souvent, alors, le pire, c'est quand quelqu'un de 40 ans me dit qu'il veut créer une start-up, qu'il veut lever des millions d'euros, et que lui, il apporte 1200 euros et une valorisation de ce qu'il a fait à hauteur de 50, 100 000 euros. Et moi, je peux vous dire que là, on va aller vers aucun financement. Il faut qu'il y ait une implication du dirigeant. Si c'est un étudiant, j'ai vu des belles startups portées par des étudiants qui apportent 1000 euros chacun. On va pouvoir arriver à faire quelque chose, même si on peut très bien avoir des financements qui sont même garantis par BPI, donc avec un risque qui est un peu limité pour le banquier, donc du financement propre. Donc l'apport personnel et l'implication du dirigeant est importante. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas créer une start-up. On peut créer des entreprises, c'est sûr, mais on peut aussi créer des start-up. Et là, il va falloir aller voir de l'autre côté des business angels, par exemple, ou des love money. Je vais revenir, parce que sinon je vais me tromper. Hein. On va aller chercher des financements qui vont être dilutifs, puisqu'on ne peut pas s'impliquer, on va trouver des gens qui vont s'impliquer, mais plus on va aller chercher tôt de l'argent dilutif, ben plus on sera dilué, plus l'argent coûte cher. Donc, il faut mieux, et donc ma stratégie en général, c'est plutôt d'optimiser le financement non dilutif avant d'aller rencontrer des investisseurs, d'ailleurs qui apprécient beaucoup le fait que vous apportiez un effet de levier sur l'argent qu'ils apportent. Donc vous avez de la dette, hein, donc on râle souvent en France après les banquiers, mais il n'y a pas un pays au monde, je pense, où les banquiers jouent ce rôle que ne jouent pas encore en France les investisseurs privés. Vous allez à Luxembourg, par exemple, vous ne trouverez pas une banque qui vous prêtera de l'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, ils vous en prêteront, c'est-à-dire qu'ils vous diront bah, tu mets 100 000 euros sur un compte et puis moi je te prête 100 000 euros. C'est un cas vécu, hein, et c'est une des seules qui prêtait de l'argent. Mais pas comme chez nous, on peut voir des banques qui vont prêter
200, 250 000 euros, sans en face avoir un apport équivalent, et puis surtout sans avoir d'implication personnelle si le projet est bien monté au-delà du raisonnable. Alors on pourra définir ce que c'est parce que c'est des garanties de prêt, mais là ça demanderait beaucoup plus de temps et ça demanderait un focus uniquement sur le financement. Vous avez également les quasi-fonds propres. Les quasi-fonds propres, c'est de l'argent qui va rester durablement dans l'entreprise, que l'on peut considérer comme des fonds propres. Alors, je vais donner un exemple, j'en parle juste ensuite. Vous avez une association de prêts d'honneur type initiative. Alors, à Metz, c'est Initiative Metz, mais partout en France, vous avez le réseau Initiative ou réseau Entreprendre qui vous prête de l'argent à vous et vous l'amenez dans l'entreprise. Donc, on a deux façons d'amener de l'argent dans une entreprise. C'est soit quand on est entrepreneur, c'est soit en capital, soit en compte courant d'associé. Et ce compte courant d'associé, la différence avec le capital, c'est que vous pouvez le retirer à tout moment quasiment. Et vous pouvez le rémunérer. Mais ce compte courant d'associé, si vous le bloquez, ça devient des quasi-fonds propres, puisqu'il reste durablement dans l'entreprise. Et même en cas de faillite, c'est un compte courant d'associé bloqué. Si on le vide, c'est de l'abus de bien social. Alors là, c'est plus compliqué puisqu'on arrive sur du pénal. Donc ça reste durablement, ce qui fait que derrière, les banquiers et les investisseurs vont être assurés parce que de l'argent va rester durablement dans l'entreprise. Une autre façon, donc j'ai parlé des associations de prêts d'honneur, une autre façon d'aller rechercher de l'argent au départ et qui va être non dilutif, c'est le financement participatif, mais je crois qu'il y a eu une conférence sur le financement participatif. Hein, sur le financement général. Sur le financement général. Donc le financement participatif, vous avez trois types de financement participatif. Vous avez le don, ce qu'on appelle le don contre don. Le lending, c'est le prêt. Et puis, l'equity, donc c'est des gens là, par contre, qui investissent dans le capital. Et celui-là, il est dilutif. Mais dans ces deux premières parties, si vous avez un Kickstarter, par exemple, ça peut être, vous pouvez même faire des préventes de votre produit. C'est aussi une façon de financer le démarrage de son entreprise. Je me rappelle d'une entreprise qui est ici et qui est assez connue et qui travaille dans les crypto-monnaies. Pour financer son démarrage, parce qu'il voulait construire un ordinateur qui permettait, vendre un ordinateur qui permettait de miner des crypto-monnaies, et ben il a commencé par les préventes. Bon, évidemment, il a été refusé par les plateformes de financement participatif, et c'est un banquier local, c'est la Banque Populaire, qui lui a permis de faire cette prévente. Et puis, en 3 mois, il avait récupéré 400 000 euros. Il a pu construire son ordinateur et livrer ses clients. Voilà. Vous avez les banques, alors j'aurais pu les mettre dans la dette, et puis un acteur dans le monde de l'innovation qui est incontournable, c'est la Banque publique d'investissement, puisque on peut considérer en France que sur une start-up, si la BPI n'est pas présente, je ne pense pas qu'elle ait une chance de passer les autres étapes de croissance de son entreprise. Alors là où c'est important tout ça, c'est qu'il y a des moments pour aller voir, pour aller rencontrer chacun de ces acteurs. Et il faut se rappeler une chose, c'est qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Donc il faut y aller quand on est prêt. Et c'est très important de se faire accompagner pour rencontrer ces gens au bon moment. Donc de l'autre côté, vous avez le financement dilutif. Là, c'est des fonds propres. Ils vont être constitués, ces fonds propres, de nos apports, évidemment, mais également de ce qu'on appelle la love money. Vous allez voir vos amis, vos cousins, vos parents, des fous qui vont vous suivre parce qu'ils croient en vous. Et puis, ils vont ils vont investir dans votre entreprise sur deux façons. Hein. Ils vont investir soit en capital, soit également en capital et compte courant d'associés. Il y a n'ayez pas peur de la partie nominale, mais c'est encore une fois, je pense qu'il faudrait faire quelque chose de spécifique ou bien ça a été fait, mais c'est pas parce qu'ils vont apporter beaucoup plus que vous qu'ils auront plus de parts que vous. Donc il y a des outils tels que les bons de souscription d'action ou les BSAR qui peuvent être particulièrement
adapté. Mais c'est un pari qu'ils peuvent faire. Et vous pouvez aussi utiliser les leviers fiscaux, hein, puisque l'investissement dans une entreprise qui va créer plus de 2 emplois avant la fin de l'exercice apporte un droit de réduction d'impôt qui est conséquent. Et Dorian, je ne sais plus, je crois que c'est 25%, ça change assez souvent, c'était 18%, c'est 25%. Voilà, 25% de réduction d'impôt, c'est-à-dire que si vos parents investissent 10 000 € dans votre société, eh ben, ils auront 2 500 € de réduction d'impôt, mais pourtant, ils auront quand même cette valeur qui restera dans l'entreprise. Le financement participatif, là, c'est pareil, c'est l'equity. Donc, vous y allez, vous déshabillez sur une plateforme, vous expliquez tout sur votre entreprise et des gens vont choisir. Alors, au lieu d'avoir un investisseur, bah, vous aurez une masse d'investisseurs qui va être présent au sein d'un véhicule au sein de votre entreprise. Les business angels, ce qui est très intéressant dans le business angel, c'est qu'au-delà de l'argent qu'il va apporter, il va apporter et du conseil, du savoir-faire et un réseau. Il faut juste bien gérer les relations entre eux et vous. Et là, pareil, on a 2 réseaux, hein, il me semble, sur le territoire. On a Yeast, hein, qui est le réseau des investisseurs en numérique, et dont le président est Gilles Comon, et puis Lorraine Business Angel. Voilà, donc on a des réseaux de Business Angel, mais des Business Angel, vous pouvez les voir en dehors de ces réseaux, évidemment, vous pouvez en trouver, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, vous avez des fonds d'amorçage qui vont être sur l'amorçage, donc sur une phase de start-up, on est sur le moment de l'amorçage, mais en général, ces fonds viennent en syndication, c'est-à-dire qu'ils viennent avec des investisseurs privés bien souvent. D'ailleurs, c'est plutôt simple puisque souvent ces fonds d'amorçage, même s'ils sont privés, gèrent de l'argent public. C'est la BPI qui a investi pour une grosse partie dans la BPI, la région, qui a investi dans leurs fonds. Donc c'est plutôt bien, mais il y a aussi des fonds qui viennent seuls, hein. Bon là c'est pareil, il faudrait faire un zoom sur ces fonds, mais il y a des fonds qui peuvent venir seuls sur votre projet. Il faudra évidemment les convaincre, mais une chose qui restera, c'est que plus tôt vous viendrez par rapport à votre product market fit, hein, c'est au moment où votre marché répond favorablement à votre offre, plus ils viennent en amont de ce curseur, et ben plus ça va coûter cher en termes de pourcentage au départ de votre entreprise. Pensez toujours qu'à cette étape-là, il faut que l'équipe fondatrice, par contre, l'équipe des fondateurs, possède évidemment plus de 50%, mais un peu plus, puisque au fur et à mesure des tours de table, ces fondateurs seront dilués. Voilà. L'équipe. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'alignement des intérêts. Il y a des éléments qui vont faire que on va se distribuer le capital différemment. Donc d'abord, il y a l'apport d'argent. Alors même si l'apport d'argent, si quelqu'un apporte 1 000 € et un autre apporte 10 000 €, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que parce qu'il apporte 10 000 €, il va avoir beaucoup plus de parts que celui qui apporte 1 000 €. Sachant que derrière, les fonds qui vont être nécessaires, ça va être 500 000, 2 millions, 5 millions, parce qu'en fait, c'est ces étapes-là, hein, l'amorçage, c'est environ 500 000 €. Ensuite, vous avez la série A, série B. Ceux qui sont intéressés un petit peu à ces montants de levée de fonds savent de quoi je parle, mais sinon, allez voir des vidéos là-dessus, c'est très important que vous ayez cette notion. Donc, l'apport d'argent, le temps de travail, il y a vraiment une différence entre celui qui va passer tout son temps dans la fondation de l'entreprise, 100% de son temps, et quand on parle de start-up, on est plus sur 150% de son temps, c'est-à-dire que une journée qui doit être découpée en 3 parties, une partie pour le travail, une partie pour la famille, une partie pour le sommeil. Enfin, quand je dis famille, loisir, hein, évidemment, le sommeil. En général, la partie famille, loisir, elle rentre dans le temps de travail. Donc, les 2/3 de sa vie, on va les passer dans l'entreprise. Évidemment, quelqu'un qui apporte juste l'idée, qui est en fait considéré plus comme un contributeur qu'un fondateur. Donc, son implication, son temps de travail et son rôle, celui-là va définir ses parts d'intérêt. Ses contraintes,
qui peuvent être familiales, d'engagement, de santé, etc. Et puis ses compétences. Et donc, en fonction de ces intérêts, qui doivent être alignés, hein, je vous le dis tout de suite, c'est que si les intérêts ne sont pas alignés au démarrage, il n'y a aucune chance que ça se résolve avec le temps. Hein, on ne met pas la poussière sous le tapis. Au contraire, il faut traiter tous les sujets, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas faire des choses ensemble. Simplement, on n'aura pas le même montant d'implication. Donc, il y a trois catégories au départ de personnes qui sont présentes dans l'entreprise. Il y a le fondateur, il y a le contributeur et les premiers employés. Les premiers employés, ça peut être un des participants au moment de l'idée qui dit mais ouais, mais moi j'ai besoin d'un salaire. Tu as besoin d'un salaire, tu seras un des premiers employés et c'est pas la même implication qu'un fondateur qui souvent va pas se payer ou se payer moi j'ai vu des étudiants qui se payaient un salaire de stagiaire pendant les 3 premières années. Évidemment que c'est compliqué la vie, mais derrière, ils ont des parts de détention plus importantes. Il y en a un qui devra avoir plus de parts que les autres, toujours, c'est le dirigeant. Parce que le dirigeant, au-delà de son implication, il a aussi des responsabilités. Quand on parle de fautes inexcusables du dirigeant, par exemple, c'est des fautes qui impliquent le dirigeant au-delà même de sa participation au capital. Et d'ailleurs, ça ne peut pas être couvert par une assurance puisqu'on peut aller au pénal. Donc, il y a des implications. S'il y a une faute de gestion, c'est le dirigeant qui aura fait la faute de gestion. Ce n'est pas l'équipe d'associés. Donc, il a des responsabilités supplémentaires. Il va avoir une pression supplémentaire et d'avoir plus de parts. Et ça, justement, pour la suite des financements, c'est important qu'il soit positionné favorablement. Et ça, en général, quand je l'explique à une équipe de porteurs de projets, ça, ils le comprennent très bien. Donc, on aura les fondateurs qui, eux, sont non seulement avant la création tous impliqués à 100%, mais également ensuite, ils prennent les mêmes parts de risque. Les contributeurs qui peuvent être un des fondateurs et qui ensuite viendra quand il y aura plus de risque. Là, évidemment, ces parts de détention de capital ne doivent pas être les mêmes que les autres. Et l'erreur, c'est souvent quand on dit, ben voilà, on est 3, on fait 30, 30, 30, et puis on garde 10% pour un investisseur. On pense que ça va se faire comme ça. Et alors, sauf un investisseur non averti, il y a mon ordinateur qui veut redémarrer. Attends. Je sais pas. Ouais. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, il faut faire attention, c'est que l'équipe de fondateurs ne doit pas être trop diluée sur les premiers tours de financement. Bon, alors ensuite, le business plan. Alors, c'est difficile de donner une méthode. La difficulté quand on donne une méthode, c'est que ça enferme. Et souvent, je dis, il y a des étapes à passer. Et je ne veux pas donner de business plan. D'ailleurs, quand on dit le business plan est mort, souvent on pense à ces business plans où il y a du texte à trous et on met on met des réponses à la place des trous. Non, le business plan, il doit aborder un certain nombre de points. Alors, le premier des points, c'est l'introduction, c'est le résumé du business plan, ce qu'on appelle un peu, quand on est un peu averti, on appelle ça un executive summary. Et l'identité de la société. C'est souvent la seule chose qui est lue. C'est un investisseur qui reçoit 100 business plans par jour, il va peut-être lire en diagonale cet executive summary. Donc ça, c'est une partie très importante. Quand on doit présenter son projet, alors le business plan, il peut être d'abord sous format papier, il peut être aussi en format PowerPoint. Une chose est sûre, c'est au moment où l'entreprise va réussir, vous allez avoir des dossiers de financement très importants à monter, vous aurez besoin d'un business plan. Alors, soit vous avez deux solutions, soit vous créez votre business plan avant de vous lancer, et là, ça va vous prendre du temps. Soit vous le faites après vous lancer, parce que vous pouvez très bien obtenir un certain nombre de financements sans business plan écrit et uniquement avec un PowerPoint. Mais au moment où vous aurez de l'argent et que vous allez devoir démarrer, il faudra avoir un business plan pour en avoir beaucoup plus. Donc, moi, je conseille, faites votre business plan. C'est vrai que c'est embêtant, il faut rédiger, etc. Commencez peut-être par un business plan sous format PowerPoint et ensuite vous le rédigez. Mais il y aura des efforts de rédaction à réaliser.
Donc, la présentation du projet de son origine, on va évidemment parler de la jeunesse du projet, c'est comment j'ai eu l'idée, comment j'ai identifié un besoin et comment je vais y répondre. Donc, on présente évidemment le projet de création, les étapes de mise en place du projet, ce qu'on appelle la roadmap. On va dire, voilà, on a fait ça, 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 et voilà ce qui reste à faire. On va démontrer la faisabilité et l'intérêt du projet. Donc, les conclusions de l'étude de marché, hein, évidemment, on n'explique pas comment on a fait notre étude de marché, tout ça, ça peut être dans les annexes. Par contre, les résultats de l'étude de marché, on a interrogé des gens et voilà ce qu'ils nous disent. De quelle manière, hein, c'est pareil, il faut aller voir beaucoup de vidéos sur la réalisation d'une étude de marché. C'est l'équipe porteuse qui doit faire ces études de marché. On pense souvent, oui, ben, on va demander à des étudiants. Oui, c'est bien qu'il y ait des étudiants qui réalisent les enquêtes sondages, mais c'est l'équipe porteuse qui doit les rencontrer. Si c'est des industriels, les industriels qui vont adopter le produit ou pas. Et puis, on doit démontrer la mise en place d'un modèle économique rentable. Le business plan, donc on va présenter les caractéristiques de l'offre ou du service. Donc on va évidemment présenter de façon précise l'offre, la validation de votre offre par les clients. C'est comment les clients ont réagi à votre offre. La constitution de l'équipe qui porte le projet, l'organisation de l'entreprise, la stratégie de développement, la stratégie en général et puis la stratégie opérationnelle. Et puis on va présenter le prévisionnel financier. Alors, souvent, on voit plein de choses dans un prévisionnel financier. Il y a plein de choses qui ne doivent être que en annexe. Dans le business plan, on doit rencontrer, la première chose, c'est le compte de résultat prévisionnel à 3 ans ou à 5 ans. C'est important à 5 ans pour certaines startups qui vont avoir du temps avant d'accéder à leur marché parce qu'une partie des premières années va être développer leur offre. Et qui va être considéré comme un investissement. N'ayons pas peur les premières années d'avoir des résultats prévisionnels déficitaires. Ce qui est important, c'est de démontrer avec cette rentabilité prévisionnelle une ambition du projet. Parce que s'il n'y a pas d'ambition, évidemment, c'est pas une start-up et ça ne nécessite pas les mêmes besoins en financement et public et privé. On doit, sur la première année, présenter un budget de trésorerie sur 12 mois. Un plan de financement initial, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment on fait pour se lancer, on a besoin de quoi et qu'est-ce qu'on va chercher comme argent. Et puis un plan de financement à 3 ans. Est-ce qu'il y a une levée de fonds au bout de 2 ans, au bout de 3 ans? Est-ce qu'il y a des financements supplémentaires? C'est aussi par respect et puis une montre de professionnalisme de présenter à son banquier ou à son financeur qu'on va le ressolliciter dans quelques années, surtout que lui, il le suppute. Et puis quelques ratios financiers, parce qu'évidemment, un investisseur, ce qui l'intéresse, c'est le taux de rentabilité interne, c'est combien il va récupérer. Il prend un risque qui est caractérisé. J'en ai parlé que 9 sur 10 disparaissaient. Bah, évidemment que si ça marche, il faut que ce soit rentable, puisque lui, s'il met dans 10 entreprises où la promesse est de faire x10 et qu'il n'y en a qu'une seule qui réussit, bah, il récupère que sa mise. Donc, le mieux, même s'il pense qu'il a de la chance et qu'il a le nez fin, il faut que l'ambition de récupération d'actifs soit plus importante. Et puis ensuite, on va passer à la création. Alors ça, c'est les étapes normales. On va domicilier son entreprise. Alors moi, je conseille toujours une chose, c'est de passer par un centre de domiciliation. C'est-à-dire que c'est une erreur de mettre son entreprise chez soi. Alors, vous en avez je sais que les chambres de commerce en font, vous avez des centres de domiciliation, ça coûte 40, 50 euros voilà, par mois, c'est rien. Mais imaginez que c'est assez courant quand même dans une entreprise qui ait des créances qui ne soient pas payées. Et à ce moment-là, bah, si vous avez un huissier, vous avez un contrôle fiscal, ça se fait toujours au siège de l'entreprise. Donc, si vous faites votre siège dans l'entreprise chez vous, imaginez vos enfants qui pourraient être amenés à ouvrir un huissier. C'est pas très, très agréable. Moi, je vous déconseille de faire à la maison. D'ailleurs, ça permet aussi de séparer l'endroit où vous recevez les actes, etc., de votre habitation. Il va falloir déposer des fonds, évidemment. C'est-à-dire qu'on dit on va apporter de l'argent, mais en fait, il faut le mettre sur un compte. Il faudra établir des statuts. Alors, je l'ai dit, on peut trouver des statuts sur Internet. Alors, quand on parle d'une start-up, quel type de structure juridique de l'entreprise on va choisir?
En réalité, 99% des startups se créent en société par action simplifiée. Pourquoi? Ben, la première chose, c'est la libre cessibilité des parts. C'est important. Si un investisseur rentre, il veut pouvoir sortir sans avoir des clauses d'agrément trop contraignantes. Il faudra faire un pacte d'associés. Alors là, d'abord, entre les fondateurs. C'est de dire que, voilà, on a un objectif de sortie commune, par exemple. C'est-à-dire que on décide, si la majorité décide de vendre ses parts, il faudra tous vendre nos parts. Et ça, ce sera la condition pour qu'un fonds ensuite rachète vos parts. Et donc, parce qu'une partie des startups, la sortie, c'est une sortie industrielle. Et puis, vous irez au centre de formalité des entreprises pour immatriculer votre entreprise. Voilà, donc si j'ai une dernière chose à dire avant de passer à la session de questions, ce serait de dire que on ne doit pas, faut pas considérer une startup comme une pépite que l'on fond et que l'on met dans un moule. Et c'est pour ça que c'est d'où le nom de ma société, la compagnie du diamantaire. Essayez de rechercher plutôt le diamant brut et de couper. C'est-à-dire que en fait, l'ensemble des réponses sont chez vous. Il faut les trouver. Et puis là, vous arriverez à faire un joyau. Voilà. Merci. Très bien. Bien, merci beaucoup Michel pour toutes ces informations. C'était vraiment une intervention très riche et très, très complète. Ça nous a vraiment permis de faire un tour d'horizon très complet de la création d'entreprises innovantes. Donc nous avons plusieurs questions qui sont arrivées. Donc nous allons les reprendre dans l'ordre d'arrivée. Donc une première question d'un internaute qui demande, Michel, si tu seras présent vendredi au salon. Je suppose que c'est quelqu'un qui a envie de te rencontrer. Non, malheureusement, je ne serai pas. Voilà. Je serai pas présent. Donc Michel ne sera pas présent, mais par contre, on peut peut-être donner tes bien sûr, j'espère. Donc je te laisse peut-être les communiquer. Comment peut-on te joindre? Alors, plutôt par mail, par téléphone. Enfin, quelle est la bonne peu importe. Vous me joignez contact avec toi. LinkedIn, téléphone, mail. Voilà. De toute façon, tes coordonnées. Oui, on va laisser. Oui, D'accord. Donc de toute façon, c'est simple. C'est michel.onfray. Comme le philosophe, @lediamantaire.tech. Alors faites pas de faute à diamantaire, puisque il y a les filles, font jamais de faute en général. Il n'y a pas de, c'est pas un E sur an, c'est un A. Voilà. On vous le mettra, on vous mettra l'adresse mail de Michel ensuite dans le chat. Une autre intervention de Simon. Bonjour Michel, je vous ai envoyé un email afin que l'on se rencontre suite à la mise en relation faite par Fabrice Croiseau. Voilà. Oui, Simon, tu es dans ma to-do list et je t'appelle après, juste après. Voilà. Désolé. Ensuite, une question de Myriam qui nous demande quelles sont, alors c'est pas forcément toujours en lien avec les startups, mais toujours en lien avec l'entrepreneuriat, quelles sont les responsabilités des dirigeants qui ne peuvent pas être couvertes par des assurances? Alors oui, je l'ai évoqué, c'est la première des choses, c'est la faute inexcusable du dirigeant, mais c'est valable pour tous les dirigeants. Hein. Voilà. La faute inexcusable, c'est vous n'avez pas veillé à ce que votre ouvrier ait un casque sur un chantier, vous n'avez pas réussi à démontrer qu'il avait un casque, ou bien lui, il arrive à démontrer qu'il n'avait pas de casque et qu'il n'avait pas de casque à sa disposition. C'est une faute inexcusable et le dirigeant va devoir être, au-delà des couvertures qu'on va retrouver au civil, hein, où les assurances peuvent couvrir, eh ben, il va devoir répondre devant un tribunal de cette faute. Alors évidemment, dans une start-up, c'est rare qu'on ait des casques de chantier, quoique. Alors, ça, c'est la première des causes, la faute inexcusable, et je l'accorde, hein, sur des projets tertiaires, on n'en a pas beaucoup. Par contre, il y en a une autre qui est la faute de gestion. Alors, elle est rarement constatée et qualifiée, hein, mais dans les faits, je vais vous donner un exemple simple. Vous constatez, c'est-à-dire que comment on constate qu'on est en état de cessation de paiement, c'est quand les actifs disponibles ne peuvent pas couvrir le passif exigible. À ce moment-là, l'état de cessation de paiement est constaté. Enfin, simplement, hein, vous n'avez pas d'argent sur le compte pour payer vos dettes. Et ben à ce moment-là, vous avez 15 jours pour déposer le bilan. Si vous ne le faites pas, c'est une faute de gestion. Et je vous le rassure, hein, c'est jamais fait dans les 15 jours. On essaye de trouver, aller rechercher de l'argent.
Et ben ça, c'est une faute de gestion. Et une faute de gestion, c'est quoi? C'est du comblement de passif. C'est-à-dire que si cette faute de gestion est qualifiée, eh ben le tribunal, alors que vous êtes engagé normalement sur vos capitales et les cautions que vous avez données, le tribunal pourrait très bien dire, mais attendez, c'est une faute de gestion, donc c'est à vous de couvrir les dettes qui ont été générées par votre faute. Et les dettes qui vont être générées, et dans une start-up où on va avoir beaucoup de salariés, bah, ça va être des dettes sociales, fiscales, et ça peut couvrir des sommes importantes. Donc attention, hein, je veux pas être trop alarmiste parce que la réalité c'est que une faute de gestion, ça va être alors l'abus de bien social, c'est en plus du pénal, hein, donc l'abus de bien social, c'est simple, hein, c'est vous utilisez l'entreprise, un truc simple, hein, c'est vous allez au restaurant le midi, c'est à côté de chez vous. Et vous payez avec la carte de l'entreprise. Et vous invitez personne. Si vous invitez quelqu'un, ben c'est une mission réception. Si vous payez votre repas avec votre carte, sans arriver à déterminer que c'est dans l'intérêt de l'entreprise, eh ben, c'est un abus de bien social. Ça peut être, vous voyez, un abus de bien social peut être considéré à partir de 1 euro. Alors évidemment, hein, on ne va pas vous embêter pour 1 euro ni 15 euros. C'est la répétition d'actes ou d'inconséquences comme celle-ci qui peuvent être voilà. Donc il ne faut pas que ce soit paralysant, mais il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que le dirigeant doit avoir une rétribution en termes de possession du capital qui est supérieure aux autres. Alors, je précise que nous avons cet après-midi encore une visioconférence justement sur l'assurance, comment assurer son activité, comment assurer ses biens. Donc, n'hésitez pas à y participer, elle démarrera à 15h30. Alors, nous avons encore de nombreuses questions, on va essayer d'y répondre. Une question également, toujours de Simon, qui demande en fait une très bonne question. Je te rappelle après, Simon. Ouais. Voilà, à partir de quand il faut immatriculer la société? Ça peut intéresser effectivement tout le monde. Oui, à quel moment il faut immatriculer? Ouais. Alors, je l'ai dit un petit peu dans le slide, une fois qu'on a passé la phase de validation. Pour moi, on ne crée l'entreprise qu'à partir du moment où on a rencontré des clients et tous les financeurs et qu'on a bouclé son plan de financement. Avant, les conséquences ne sont pas phénoménales, hein. Vous allez perdre votre capital, mettre en sommeil une entreprise, parce que si on la met en sommeil, ça ne coûte plus grand-chose. Enfin, vous allez investir des sommes pour rien. Et puis surtout, c'est qu'il faut bien se rappeler une chose dans une start-up, c'est qu'au moment où vous créez, commence ce qu'on appelle la vallée de la mort. Hein. C'est-à-dire que ça a été très à la mode dans les années 2000, on parlait beaucoup de la traversée de la mort. La traversée de la vallée de la mort. On en parle beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est vrai que toute cette période entre le moment où l'entreprise se crée et le moment où elle rencontre son product market fit, c'est-à-dire qu'elle rencontre son marché, tout ce moment-là, c'est de la consommation de cash. Donc on a du cash burn, on brûle du cash. Hein. Les startups parlent comme ça, hein, c'est les cash burn. On brûle du cash. Brûler du cash, ça veut dire qu'on utilise de l'argent pour payer des salaires ou des investissements et qu'en face, on n'a pas de chiffre d'affaires. Voilà, donc il faut aller le plus loin possible jusqu'au moment où on dit ok, là maintenant on ne peut plus ne pas créer, on va créer, on récupère les financements et on a de quoi payer les 6, 12, 18, 24 premiers mois. Très bien. Une autre question de Myriam qui nous demande si on peut rédiger seul ses statuts. Oui, on peut aller sur Legal Start, faire ses statuts tout seul. Le risque, alors, si vous êtes seul, c'est pas grave, hein, vous n'allez pas vous faire un procès à vous-même. Mais si vous êtes en groupe, c'est pas quand ça va bien hein, qu'il y a des problèmes, c'est quand ça va mal. Et quand ça va mal, il y a des gens qui lisent les contrats. Donc, parce que les statuts, c'est un contrat entre les associés. Et moi, je vous conseille quand même de personnaliser, parce que vous avez bien vu, hein, c'est rare, quoi. En tout cas, moi, je vous conseille rarement que tout le monde soit égal. Donc, ça veut dire qu'il y aura une disparité. Il faudra prévoir les clauses de sortie, c'est-à-dire que quelqu'un sort, mais à combien il sort? C'est-à-dire qu'il sort dans 6 mois, on a des financements. Est-ce qu'il va récupérer le nominal, donc ce qu'il a apporté? Il va récupérer plus? Mais à quel moment? Comment on calcule ça? Moi, je pense qu'il faut se faire entourer par des professionnels du droit. Voilà. Mais si vous êtes seul, vous voulez créer une petite entreprise, on parle bien de start-up. Hein, si vous êtes seul, vous voulez créer une petite entreprise, allez-y. Évitez pour une start-up d'aller chercher, surtout que
dans le cas d'une start-up, l'INPI peut accompagner justement tout ce qui est nécessaire justement. Il y a des solutions de financement et l'INPI peut financer une partie. Et là, les avocats savent très bien mobiliser tout ça. Voilà, mais écoutez, je vous propose que l'on traite simplement une toute dernière question. On a une autre conférence qui va démarrer d'ici quelques minutes. Une dernière question en fait de Florine qui va intéresser Michel particulièrement. En introduction, vous disiez être à la recherche de développeurs. Pouvez-vous en dire plus? Michel, il y a peut-être une piste là. Donc Florine, il faut me contacter. Hein. Voilà. Donc du coup, je vous ai mis dans le chat, je vous ai indiqué l'adresse mail de Michel, hein, donc michel.onfray@lediamantaire.tech. Donc n'hésitez pas, voilà, à prendre contact avec Michel directement pour aller plus loin dans votre projet. Merci. Voilà, donc là, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, alors un grand merci à tous les participants, aux échanges qui ont été riches, variés. Donc, malheureusement, peut-être qu'il y a d'autres questions à venir. Je sais que Simon, vous aviez encore d'autres questions. On ne va pas pouvoir les traiter en détail aujourd'hui, mais Michel a vos coordonnées et donc, vous êtes dans sa to-do list. Un grand merci aussi et surtout à Michel pour son intervention qui était vraiment très, très, très intéressante. Donc, merci beaucoup Michel. N'oubliez pas que le salon effectivement n'est pas terminé, hein, comme Simon l'a rappelé. Donc le salon se poursuit demain en présentiel, donc de 9h à 17h non-stop dans les locaux de la Chambre de métiers de l'artisanat à Metz. Donc vous pouvez retrouver la liste des exposants sur le site du salon-go.fr. Je vous rappelle également que cette visioconférence a été enregistrée et qu'elle sera disponible certainement dans la journée ou au plus tard demain matin sur la chaîne YouTube de la CCI. Et vous pouvez également retrouver toutes les visioconférences sur notre site internet. Voilà, mais écoutez, il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet. Et Michel, est-ce que tu veux dire un petit dernier mot de la fin? Ouais, bah merci, merci de votre accueil. Voilà, bien écoutez, alors peut-être à demain pour ceux qui viendront en présentiel. Merci, à bientôt, au revoir.